Bonjour, bienvenue pour ce 4e jour du calendrier de l'Avent littéraire. 4 décembre, ça avance, ça approche. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Non, mais enfin, voilà, 4 décembre, c'est pas encore la période des vacances. À l'époque, voilà, les dates de toute façon dépendaient toujours, mais 4 décembre, comme je le disais hier, c'était vraiment la période où, en général, chez nous, on faisait les décorations de Noël. Et là, c'était un jour spécial, vraiment très spécial. Que ce soit à l'époque avec ma soeur et moi, puis ensuite quand il y avait mon petit frère qui arrivait, c'était génial parce que il y avait une bonne ambiance, tout le monde était heureux, un peu comme le jour de Noël. C'était vraiment bon. Ça pouvait également finir en dispute si on se rendait compte qu'il y en avait un qui faisait rien une année ou l'autre qui en profitait ou qui jouait avec les boules, avec les guirlandes pendant que tout le monde bossait. Mais en général, ça se passait quand même bien. Il y avait une bonne ambiance, le fait de mettre le sapin, c'est toujours un peu les mêmes rituels qui venaient, mais c'était un truc qui nous plaisait tellement, on adorait faire ça. Et puis après, c'est vrai que petit à petit, chacun commençait également à décorer sa chambre, et puis l'extérieur aussi. Enfin, j'ai plein de souvenirs comme ça de la décoration, je ne sais pas si vous aussi. Et puis ce que j'aimais aussi, c'est que à l'extérieur, vous baladiez dans la ville, vous avez des lumières de Noël, des traîneaux, des Pères Noël. Et puis, dans ma ville où j'ai grandi, c'était un peu le concours de celui qui allait faire la meilleure décoration chez lui dehors. Et il y avait des maisons mais qui me fascinaient, où elles étaient entièrement éclairées. Nous, on avait notre petit balcon avec 2 mètres carrés de lumière, déjà on était tout fiers. Et il y en avait, toute la maison était éclairée. Bon, c'était un peu des champions du monde, quoi. Je la disais, mais quelle bande de crâneurs, quoi. Mais c'était c'était une période que j'aimais beaucoup pour les décorations. Et c'est tout ça, en fait, qui faisait que c'est une période vraiment très spéciale. Et aujourd'hui encore, j'aime organiser, là je suis plutôt de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire ne plus en tant qu'enfant, mais plutôt en tant que parent, je continue à aimer. Là, je vais très prochainement aller acheter le petit sapin d'époque et puis de saison. Et on va organiser très bientôt la soirée de décoration avec la musique, des choses un peu plus modernes, parce qu'on peut mettre la musique aujourd'hui pour accompagner. Enfin, c'est génial. J'adore cette période et puis voir le sapin décoré, se rapprocher petit à petit de Noël, l'imaginer avec plein de cadeaux à ses pieds. C'est quelque chose de très spécial. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive au... Tiens, j'ai oublié de prendre le calendrier. Oh, mais il est là-bas. Je reviens. Tête en l'air. Hop, c'est bon. Donc, le fameux calendrier, vous le connaissez maintenant. On arrive au 4 décembre. Et 4 décembre, je prends le petit papier. Je triche pas. On est bien au 4. Le petit papier. Attention. On arrive. C'est parti. Ah, pas facile. Sport. Enfin, pas facile. Oui et non. C'est-à-dire que je serais tenté presque de donner 5 séries de mangas. C'est-à-dire que moi qui suis passionné de manga, il y a plein de mangas de sport qui sont extraordinaires. Et si vous avez des ados, si vous voulez leur offrir un bon cadeau de Noël, je peux vous donner quelques conseils. Ça fera 1. Allez, on va pas faire, parce que je pourrais en donner 10 des séries de sport. Donc, je vais donner quelques conseils de mangas de sport et ça sera comptabilisé comme 1. Après, si votre enfant aime le foot, il y a évidemment le légendaire et le mythique Captain Tsubasa. Ensuite, en dessin animé, ça va donner Olivier Tom. S'il aime le judo, il y a une excellente série de mangas qui s'appelle Yawara, d'un des meilleurs mangaka actuels. Alors, il la ressort actuellement chez Kana. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a à peu près 20 tomes qui vont sortir, on en a 18 actuellement, ils coûtent à peu près 12 €, donc si vous lancez dans cette série, c'est des séries assez longues. Captain Tsubasa aussi, ça c'est un peu le propre des séries de sport, c'est un peu long en général. Non, il y en a une qui est courte et qui est excellentissime et qui est ressortie récemment dans cette édition. Je ne l'ai pas moi, mais dans cette édition de chez Delcourt Tonkam, édition Prestige, c'est de Matsumoto et c'est Ping Pong. C'est en 2 volumes comme ça. Et c'est juste extraordinaire. Franchement, alors c'est pas exactement cette édition, c'est une autre. Enfin bref, vous la trouverez assez facilement. Et c'est génialissime. C'est l'une des meilleures séries de sport. Je suis pas un grand fan de ping-pong, moi je suis plutôt tennis. D'ailleurs pour le tennis j'ai une série aussi, mais celle-ci s'appelle ping-pong, c'est génial. Le tennis, de même Urasawa dont je parlais tout à l'heure pour le judo, vous avez Happy, qui est une superbe série sur le tennis. Alors là, il y a 15 tomes, c'est pareil, vous voyez, c'est quand même un investissement, se lancer dans une série de 15 tomes qui coûte à peu près 15 € pièce, il me semble. Donc voilà, c'est quand même des longues séries. En foot, vous avez également plus moderne Aohashi, qui est très bien. En boxe, si votre enfant aime plutôt la boxe, vous avez une superbe série de Mitsuru Adachi qui s'appelle Katsu. Voilà, donc faire un peu le tour des sports comme ça, en escalade. Alors,
là c'est plutôt de l'alpinisme, mais l'un des meilleurs mangaka de tous les temps, qui s'appelle Jiro Taniguchi, qui a fait le journal de mon père, qui a fait Quartier lointain, donc qui est très très connu et très aimé, notamment par les lecteurs de bande dessinée aussi, qui a fait Le Sommet des Dieux sur l'alpinisme. Voilà, donc plusieurs séries déjà de mangas sur le sport, et Le Sommet des Dieux c'est en 5 volumes aussi. Donc franchement, et ça c'est pas forcément pour ados, mais si vous avez des gens autour de vous qui aiment bien la bande dessinée, ça fait partie des mangas qui sont vraiment adorés, même par les lecteurs de bande dessinée franco-belge. Voilà, donc Le Sommet des Dieux, je pourrais dire, et Ping Pong, deux séries vraiment excellentes qui vont au-delà même de l'aspect même du sport. Je disais que là j'avais un essai qui était extraordinaire sur le football. C'est de Eduardo Galeano, qui est uruguayen, né en 1940 à Montevideo. Et Eduardo Galeano, c'est un journaliste qui ne s'exprime pas que sur le football, hein, qui parle également des problèmes de l'Amérique latine contemporaine. Un auteur immensément connu. C'est traduit de l'espagnol par Jean-Marie Saint-Lu. Et on a une préface de Lilian Thuram. Vous voyez, je ne le savais même pas. Je n'avais pas lu la préface. Je lis pas tout le temps les préfaces. Elle est très courte quand même. Bon, je pense pas qu'il faut l'acheter pour la préface. Mais c'est extraordinaire. Ça s'appelle Le football, ombre et lumière par Eduardo Galeano. Et en fait, c'est un peu toute sa déclaration d'amour et de désamour pour le football. C'est-à-dire que d'amour avec... là, il parle, vous voyez, but de Martino en 1946. Il parle de plusieurs événements, 1939. Donc, plusieurs moments qui sont importants pour l'histoire du football, donc comment est apparu l'arbitre, le mondial 1958, la Coupe du Monde 1958, les années 60, et puis en même temps également des réflexions sur le football, la télécratie, comment la télévision a changé le football. Là, vous voyez, but de Sunderland, un but en Angleterre qui aurait changé pas mal de choses. Le bonheur, le rapport entre le bonheur et le football, la religion dans le football, avec ce petit article qui s'appelle Jesus, un article sur Cruyff, un article sur Pelé. Vous avez plein de petites chroniques comme ça, qui sont très courtes, mais qui sont extraordinaires. Les sources du malheur, sur un peu Albert Camus le football aussi, là je viens de voir. Donc en fait, plein de réflexions sur le football, son évolution, son histoire, son lien, l'importance, pourquoi c'est aussi populaire. Il n'y a pas que l'histoire d'un jeu avec des gens qui tapent dans un ballon, comme le disent très souvent des gens qui vont mépriser le football ou qui ne le connaissent pas. Et en fait, avec ce livre, vous comprenez le football et vous comprenez la passion autour du football. Et en Uruguay, je peux vous dire que la passion autour du football, c'est quelque chose de viscéral. On dit souvent, et c'est devenu presque un lieu commun que de le dire, qu'en Amérique latine, le football, c'est une religion. Et en fait, on le comprend à travers ce livre. Et il fait le rapport souvent entre football et religion. C'est un livre génialissime. Si vous connaissez quelqu'un qui aime le football, mais qui s'intéresse aussi à l'histoire, à la philosophie, à la passion, à des réflexions sur le jeu, pas seulement sur je vais aller regarder un match, je vais prendre une bière et je vais crier. Ça va au-delà de ça, c'est passionnant, c'est vraiment à offrir. Bon, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, vous voyez. Donc c'est vraiment un livre que vous pouvez offrir pour Noël. Je pense à une bande dessinée aussi. Une bande dessinée qui lie aussi le football et l'histoire. C'est, alors, le titre, j'espère ne pas me tromper, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens comme à chaque fois ici et dans la description de la vidéo. C'est La patrie des frères Werner. Et c'est deux frères qui avaient été séparés par la séparation des deux blocs Est et Ouest allemands. Et qui en 1974, il faut s'imaginer quand même la chose. Hein. C'est-à-dire que le mur de Berlin est érigé depuis des années, 61 je crois, je dis peut-être une bêtise en direct, je ne sais plus. Et il y a des gens qui ont été séparés, hein, des gens qui vivaient d'un côté et de l'autre et qui ont ensuite été séparés, qui ne se sont jamais revus. Certains ne se sont même jamais revus avant 1989, hein, avant la chute du mur de Berlin. Et en fait, en 1974, il y a la Coupe du Monde, qui se déroule en Allemagne, je crois. Je sais plus. Bon, bref, peu importe, de toute façon. Et la RDA, donc la République démocratique allemande, et la RFA, qui était l'équipe puissante de l'époque, hein, la RFA, qui d'ailleurs cette année-là va gagner la Coupe du Monde, 1974. C'est une des meilleures équipes de l'histoire. Hein. La RFA, c'est l'Allemagne de l'Ouest, et c'est celle qui avait les meilleurs joueurs. Et en fait, les deux, elles vont s'affronter. Elles vont tomber dans le même groupe, et elles vont s'affronter. Donc il va y avoir ce match qui est extraordinaire, hein. Des gens qui ne se parlent plus, qui ne se croisent plus, qui ne se regardent plus, qui sont séparés par un mur depuis une décennie, ils vont devoir s'affronter sur un terrain de football. Donc des journalistes qui vont se croiser, des joueurs se rencontrer, des supporters. Et ce match-là, il est historique. Et il est raconté à travers donc l'histoire de deux frères, donc la patrie des frères Werner, qui vont se retrouver à travers ce match. Et cette bande dessinée, elle est génialissime. C'est vraiment
Là, c'est une vraie recommandation que je vous fais et un super cadeau de Noël à faire. Alors, le Tour de France, tenez, un livre que j'avais lu sur le Tour de France, que j'avais adoré. C'est un livre du journaliste Albert Londres. Donc, on connaît Albert Londres à travers le prix Albert Londres, qui aujourd'hui récompense des grands essais de journalisme. Albert Londres, qui avait écrit notamment sur le bagne, et il a écrit également sur le Tour de France. Et je crois que ça s'appelle Les Forçats de la route. Là, c'est vraiment de mémoire que je fais ça. Ça s'appelle Les Forçats de la route. Et il raconte le Tour de France 1920, là je vais dire une bêtise, 24 ou 26, j'ai un trou, peu importe de toute façon. Il raconte le Tour de France des années 20, ou c'est peut-être même pas la destinée des années 20, on retrouvera l'information après. Et en fait c'est génial, parce que c'est pas le même Tour de France, c'était donc il y a 100 ans, c'est pas le Tour de France qu'on connaît nous aujourd'hui. Vous allez voir plein d'anecdotes sur le fait qu'il y en a qui s'arrêtaient dans une ferme pour aller réparer son vélo, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être aidés pour réparer le vélo. Des étapes qui vont durer toute une nuit. Ils vont partir à 19h la veille pour arriver à 17h le lendemain. Enfin, des trucs mais extraordinaires. Et là, on voit que c'était vraiment, quand il dit les forçats de la route, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr, mais pour dire vraiment que c'était des combattants, c'était des guerriers. Il faut savoir qu'on leur demandait quand même de partir, je crois, de la Vendée. Il y avait une étape comme ça, jusqu'à Bayonne. Enfin, vous imaginez le truc. De la Vendée jusqu'à Bayonne, c'est un truc de dingue, quoi. Quand j'imagine la route, moi déjà en voiture, parfois je mets 5 heures. Imaginons, il y a des bouchons, ça peut durer 7-8 heures. Mais enfin, en vélo, avec les vélos de l'époque. Donc on en a combien je réfléchis. Donc le manga, ok, La Patrie des Frères Warner, Eduardo Galeano et Albert Londres, 4. Donc il faut en choisir un 5e. Il y a pas mal Ah, j'ai plusieurs textes, j'ai quand même plusieurs livres, je vais tricher parce que j'ai un ami qui s'appelle Alban David. S'il regarde cette vidéo, j'en doute, mais je le salue. C'est celui à côté de qui j'étais en primaire, en fait. J'arrive à l'école primaire, je change d'école. Elle me dit, tiens, tu vas aller à côté d'Alban. Et pourquoi je dis son nom? Parce qu'il a écrit un livre que je trouve qui est passionnant. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais si le rugby vous intéresse, je vous encourage à lire son livre, à l'offrir. En fait, c'est sur le passage de l'ère amateur à l'ère professionnelle au Pays Basque dans le rugby dans les années 80-90. Mais également plusieurs essais sur le football qui sont passionnants. Je pense à un livre qui s'appelle La magie du football de Thibault Leplat, qui est extraordinaire. Franchement, je vous le conseille. Également une biographie, tout à l'heure on parlait de Cruyff, qui est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a une vie assez folle. Il a révolutionné le football d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. C'est vraiment quelqu'un qui a bouleversé son sport, mais dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui a été l'un des premiers à dire, attendez, c'est nous les stars, en fait, sur le terrain. Donc c'est à nous de gagner plus d'argent que ceux qui sont en tribune. C'était presque une sorte de syndicaliste du football avant l'heure, parce qu'il disait, non, si nous, on n'est pas là, en fait, il n'y a pas de spectacle. Donc on va devenir la première activité où ceux qui sont sur le terrain, ceux qui assurent le spectacle sur le terrain, vont gagner plus que ceux qui sont à la source du financement du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est Cruyff qui, dans les années 70, va commencer à instaurer ça par des combats au-delà du football qui déjà est révolutionné par son jeu. C'était un magicien sur le terrain. C'était un joueur extraordinaire. Puis en tant qu'entraîneur, c'est lui qui, pour ceux qui s'intéressent au football, qui va instaurer la première, on va dire, philosophie vraiment autour du jeu au FC Barcelone, qui ensuite aura comme héritier Guardiola, Messi. Il est un peu à la base de tout ce projet à Barcelone. Donc vous voyez, il a révolutionné à la fois en tant qu'entraîneur, parce que ça a eu un immense impact dans toutes les années 2010 dans le football, mais également en tant que joueur, le football total, c'était lui. Et en fait, on raconte tout son parcours d'enfant des rues, qui joue dans les rues, et c'est un livre de Cheryl Guémour, voilà. Cheryl Guémour, qui est extraordinaire, ça s'appelle Johan Cruyff, je ne sais plus s'il y a un sous-titre ou pas, c'est une biographie génialissime, je vous encourage à aller la lire, mais mon choix pour le dernier, je triche un peu, je vous en ai donné plusieurs, mais mon choix, c'est en tant que passionné du tennis, il y a plein de livres intéressants sur le tennis. Là aussi, le tennis, c'est un sport dingue, que j'aime beaucoup, j'en ai fait pendant des années. Je me mettais champion départemental dans ma catégorie. Bon, ça c'est autre chose, hein, je vais rester modeste. Mais bon, voilà, j'adore le tennis. Et il y a une biographie, une autobiographie qui est géniale, franchement. Alors il y a eu plusieurs livres intéressants, comme je disais, sur le tennis, qui est un livre là aussi, qui est un sport là aussi, au-delà du seul aspect on tape dans une balle avec une raquette. Il y a un aspect mental, épique, physique, mais surtout mental et psychologique. C'est-à-dire que psychologiquement, le tennis, c'est un sport très difficile. Contrairement à beaucoup d'autres sports où vous pouvez un peu parfois vous reposer, vous cacher un peu,
Là, le tennis, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous êtes tout seul et vous ne pouvez pas non plus temporiser. C'est pas parce que vous avez de l'avance dans un match que vous pouvez temporiser. Et en fait, ça ajoute un côté philosophique et psychologique à ce sport qui est incroyable. Et il y a une autobiographie qui est folle, qui est géniale. C'est celle d'André Agassi, l'un des plus grands champions de tennis de tous les temps, qui a écrit vraiment une autobiographie très humaine. Alors, je crois que ça s'appelle Open, son autobiographie. Encore une fois, je fais tout ça de mémoire parce que je ne peux pas vérifier avant. Donc, je suis désolé pour mon imprécision, mais que je corrige à travers le montage. Ça s'appelle Open, il me semble, et c'est génial. Il parle à la fois de ses succès, c'est un champion extraordinaire, mais également de ses faiblesses. Il avait beaucoup de faiblesses, de fragilités qu'il admet, qu'il écrit. Ça m'avait beaucoup touché, ce livre, je me souviens, et je ne l'avais plus jamais regardé de la même manière, en fait, André Agassi, par la suite. Et on comprend aussi pourquoi, peut-être, il s'est un peu éloigné du circuit, contrairement à d'autres qui gravitent toujours autour. Vous regardez toujours aujourd'hui les matchs de tennis, même parmi les légendes, vous avez toujours John McEnroe, Björn Borg. D'ailleurs, leur affrontement à eux était également plus qu'épique. Aujourd'hui, on parle de Nadal-Federer, qui, évidemment, est une immense rivalité, et peut-être la plus grande de l'histoire du sport, j'ose le dire, entre Federer et Nadal. Moi, j'ai grandi à travers cette rivalité. Nadal, j'ai vu son tout premier match à Roland-Garros en 2005. Je me souviens, c'était fou. Il avait 18 ans, je crois, ou 19 ans. Ouais, entre 18 et 19 ans. Moi, j'en avais 16. Et je le vois, son tout premier match, je me souviens, parce que justement, j'avais eu, grâce à mon titre de champion départemental, j'avais eu ce cadeau d'aller à Roland-Garros. Et le même jour, je vois Richard Gasquet, Nadal et Federer. Et les deux... Puis ils ne s'affrontent pas, évidemment. Nadal et Federer finiront par s'affronter en demi-finale cette année-là. Et Nadal battra Federer. Ce sera le début de longs affrontements où Nadal battra souvent Federer. Et je me souviens, j'avais été tétanisé par le jeu de Nadal. Sa puissance physique, ce qui se dégageait de ce court. J'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et juste avant, j'avais vu Federer. Il y avait de la grâce, de l'élégance, mais pas cette même impression de puissance. J'étais revenu de Paris, je me souviens, avec dans la tête ces images et ce bruit assourdissant de son coup droit à l'assaut. Enfin bref, je m'égare. Bref, mais il devrait y avoir un jour, je sais qu'il y a eu un livre déjà sur la rivalité Nadal-Federer, ça s'appelle Fedal, quelque chose comme ça. Donc 40 histoires, je crois, qui racontent leur rivalité. Mais cette rivalité, la plus grande, je dis, de l'histoire du sport, elle mérite encore plus, je trouve. Elle mérite d'être écrite de manière encore plus sublime, de manière encore plus épique, qui fait tout le tour de la question, qui revient peut-être également sur l'histoire de ce jeu, qu'est-ce qui explique pourquoi il y a eu ce tel affrontement, ce tel duel, cette telle différence entre les deux, et pourquoi c'était si génial, et pourquoi même si par la suite Djokovic a tout gagné, Djokovic également a eu des duels extraordinaires, avec et à la fois Federer, je pense à l'US Open 2010 je crois, et avec Nadal, et là je pense à l'Open d'Australie 2012, il y a eu mais ça n'a jamais été en fait à la hauteur de l'intensité qu'il y a eu entre les deux. Parce qu'il n'y avait pas ce tel affrontement de style. Et parce que Djokovic a un côté plus robotique peut-être, qui dépassionne un peu la chose. Bon, je me suis beaucoup égaré, mais j'appelle vraiment les spécialistes du tennis, les amoureux de ce jeu, un jour, à écrire cette passion, à écrire sur cette rivalité. Voilà. C'est un vœu pieux que je fais à la fin, là, ma petite commande de Noël. Il faut absolument qu'on ait un livre pareil. Et donc j'en profite pour, même s'il ne regarde pas cette vidéo, pour saluer évidemment la retraite de Rafael Nadal, qui au-delà, et c'est ce qui fait que ça marque beaucoup les gens et qu'on ne comprend pas forcément d'un point de vue extérieur, mais au-delà du seul aspect sportif, en fait, c'est une page de notre vie et c'est plein de souvenirs qui remontent ainsi lorsqu'on se rend compte que ça y est, c'est la fin de la carrière d'un tel géant du sport. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais vous voyez, ce calendrier de l'Avent littéraire, ça va être aussi l'occasion pour moi de revenir sur des souvenirs de ma vie, vous raconter des choses, être un peu en mode, liberté totale, je peux parler de n'importe quoi dans ces vidéos, je suis totalement libre, je fais ce que je veux, de toute façon. Vous avez décidé des thèmes, mon épouse les a rangés dans des boîtes, à partir de là, après, bon, j'en fais un peu ce que je veux, j'espère que ça vous plaît, je vous dis à demain, prenez soin de vous, demain le 5 décembre, d'autres anecdotes, d'autres conseils de lecture, d'autres conseils de cadeaux à faire pour cette période de Noël. À demain, bonne journée, au revoir.